canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons parler d'un classique dans l'histoire du cinéma et dans l'histoire du cinéma américain. Le film date de 1936, il a été réalisé par Frank Capra. Le film s'intitule L'extravagant Monsieur Deeds, Mr. Deeds Goes to the Town en anglais, avec Gary Cooper dans le rôle titre et Jean Arthur et d'autres grands acteurs. C'est un film qui sera édité en DVD Blu-ray le 16 mars chez Whiteside. Il faut savoir que la particularité de cette sortie, c'est qu'il y a un nouveau master qui a été restauré en 4K. Donc ça donne l'opportunité de pouvoir se procurer le film. Parmi les bonus du DVD, il y a une interview de Frank Capra qui est dans le cadre de l'émission, grande émission Cinéma, février 83. Et puis il y a deux autres bonus, un portrait du cinéaste, Capra, une Amérique aux deux visages, et Mr. Deeds ou Le Faux Candide. Ces deux bonus sont analysés par Christian Viviani. Christian Viviani, que j'ai la joie et l'honneur d'annoncer, qu'il a accepté de venir sur cette chaîne pour reparler de ce film, et j'en suis vraiment content. Il est historien, essayiste, critique de cinéma, il travaille pour Positif, il a écrit d'innombrables ouvrages, je ne vais pas tous les citer, Pacino, Audrey Hepburn, De Niro, etc. Et Christian Viviani, et là il a écrit un ouvrage en 1982 que moi j'avais découvert beaucoup plus tard et qui a été important dans mon rapport au western. Le bouquin s'appelle Le Western, et donc je suis vraiment très content qu'il ait accepté de venir. Bonjour Monsieur Viviani, comment allez-vous? Eh bien, très bien, je vous remercie de votre invitation. Voilà, on a un petit problème technique, donc c'est pour ça qu'on ne vous verra pas. Donc j'invite celles et ceux à taper votre nom sur Google, comme ça ils auront une image, et puis vous avez le son on a le son de votre micro. Mais en tout cas, on va pouvoir faire cet entretien, il y a pas de souci. Première question, très simple, très basique. J'ai revu moi le film, je l'ai revu hier plutôt pour préparer cette émission, et je trouvais que par rapport à la première fois que je l'avais vu, c'est-à-dire dans les années 90, je sentais, pour moi, ce film n'a pas vraiment vieilli sur certains aspects. Mais si on devait aujourd'hui peut-être s'adresser à un jeune public, pourquoi, selon vous, il faut continuer à voir des films de Capra et surtout voir ce film-là aujourd'hui en 2022? Pourquoi il faut voir L'extravagant Monsieur Deeds en 2022 aujourd'hui? Je pense que le film, effectivement, se bonifie avec le temps. Certains films vieillissent, d'autres datent, hein, ce n'est pas tout à fait la même chose. Hein. Deeds date, mais c'est normal. C'est normal, il porte une date précise qui est de 1936, il reflète une Amérique de 1936. Et là où effectivement c'est un film qui supporte tout à fait l'épreuve du temps, c'est que ce qui était dit en 1936 est aussi valable maintenant pour beaucoup de choses. C'était pas prévu du tout, mais effectivement l'histoire nous rattrape et nous sommes dans une époque qui présente bien des similitudes avec ces années qui ont précédé la Deuxième Guerre mondiale. Et ce qui est intéressant dans la démarche de Capra, c'est la prise de conscience d'une situation dramatique, d'une situation sociale, et la réponse qui est apportée à cette prise de conscience n'est pas une réponse partisane, c'est une réponse consensuelle qui reflète complètement l'époque. J'y insiste dans les bonus dans lesquels j'interviens. Capra était conservateur, très conservateur, et il travaillait avec des scénaristes qui étaient très à gauche. Et ce mélange donne cet aspect
hors du temps et hors des cadres lourds euh, des partis politiques qui lui donnent toute une actualité. Il y a un aspect idéaliste dans le film qui est nécessaire, évidemment, dans ces moments de crise, mais il y a aussi une prise de conscience des aspects réels, des réalités qui freinent l'idéalisme. Et en cela, le message qu'il donne est complètement moderne. Mais je me permets une digression, Christian Viviani. Il est remarquable de constater que dans les années 30, alors est-ce que c'est peut-être lié aussi à la manière de fabriquer des films via les studios hollywoodiens, mais beaucoup de cinéastes étiquetés de droite ont beaucoup travaillé avec des scénaristes de gauche. Et, je pense notamment à Ford, ou je pense même à Hawks. Est-ce que j'y repense là, effectivement, il y a quelque chose d'assez incroyable, quelque chose qu'on aurait du mal à voir aujourd'hui. Et est-ce que parce que peut-être la droite de l'époque et la gauche étaient complètement différentes d'aujourd'hui? Comment vous pouvez expliquer ça? C'est-à-dire, il y a des raisons historiques et politiques très anciennes aux États-Unis. La droite et la gauche n'est pas clivée de la même manière qu'elle l'est chez nous, ou plutôt elle ne l'était pas. Je pense qu'il y a eu un clivage extrêmement fort qui s'est produit sous Donald Trump, mais ça n'était pas le cas avant. Donc il y avait perpétuellement ce va-et-vient entre les idéologies. On sait par exemple que Ford, tout en étant extrêmement conservateur, a eu pendant le McCarthyisme une attitude beaucoup plus courageuse et beaucoup plus ferme que certains cinéastes étiquetés à gauche. Donc ces étiquettes qui sont nos étiquettes modernes, nos étiquettes européennes, ne correspondaient pas aux étiquettes américaines. Ça, c'est le premier problème. Et la deuxième raison, elle tient aussi à l'organisation même du système hollywoodien. Le système hollywoodien a un but essentiel, avoir le plus large public possible. Pas seulement un public américain, mais au-delà de l'Amérique. Pas seulement un public conservateur, mais tout le public. Donc, il ratisse large. Et donc, il marie les extrêmes. Et on observe ce genre de fusion qui peut arriver à un produit qui satisfait, sinon complètement, du moins assez globalement, et un public conservateur et un public démocrate, assez souvent à Hollywood. Moi, ça m'a toujours amusé, mais Ginger Rogers, qui était une des actrices les plus conservatrices et les plus rétrogrades qu'il puisse s'imaginer du point de vue de l'idéologie, eh ben, la RKO où elle était sous contrat lui collait toujours des scénaristes de gauche. Dalton Trumbo et autres. Donc il y avait bien une idée de contrebalancer un peu les forces. Revenons au film le film qui nous intéresse aujourd'hui, l'extravagant Mr. Deeds. Ça raconte l'histoire donc de Longfellow Deeds. Et d'ailleurs, les deux termes, je veux dire, c'est pas anodin qui s'appelle Longfellow Deeds. On est bien d'accord. On va en parler juste après de cela. Mais enfin, Longfellow Deeds hérite d'une somme colossale. C'était pas prévu. Et pour toucher cette somme, il doit aller à New York. Et à New York, il va se retrouver avec des avocats, comme on dit, véreux, des journalistes peu scrupuleux, etc., etc. Et donc, il va comprendre certaines choses. Et là, j'ai synthétisé grossièrement, faut dire comme ça, la narration. Mais juste, je voudrais, avant qu'on commence à parler du film, est-ce que aujourd'hui, en 2022, on peut continuer à dire que... Parce que quand on parle de Frank Capra, c'est l'un des rares cinéastes, à part Ford, quand on dit Ford, on pense au western,
Mais quand on parle de Frank Capra, ça nous ramène à un certain cinéma hollywoodien des années 30 particulièrement. Je suis même très souvent, quand on parle de La vie est belle, beaucoup de gens pensent que c'est les années 30 alors qu'il a été fait en 46. Mais je veux dire, c'est un cinéma qui parle beaucoup des Américains, qui filme l'époque même dans laquelle Capra vit. C'est un cinéma qui est pétri d'humanisme, on dit souvent ça. Mais finalement, et ce que vous dites par rapport à l'Amérique au dévisage, c'est que quand on regarde vraiment bien, quand on observe vraiment bien les films de Capra, et en l'occurrence l'extravagant Mr. 10, eh bien, c'est pas si joyeux que ça finalement. Et même les happy end ne sont pas si vraiment joyeux. Il y a toujours quelque chose qui se dégage, une espèce de malaise, quelque chose d'un... En fait, Capra n'était pas si... comment dire, il était extrêmement réaliste finalement de tout cela. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut plus dire cela, c'est-à-dire que Capra, cinéaste humaniste, cinéaste joyeux, avec des happy end, est-ce que c'est beaucoup plus complexe que ça? Ah, c'est beaucoup plus complexe que ça, oui, ça c'est indiscutable. Vous savez, d'une certaine manière, le problème global du happy end est un problème complexe, en fait, beaucoup plus complexe qu'on ne l'imagine. Ça va un peu dans cette idée de ratisser large que j'évoquais tout à l'heure chez les studios, hein. Mmh. Beaucoup de films sont à lire, je dirais, jusqu'au happy end, hein. Le happy end est un cliché, est une concession, et on s'aperçoit que beaucoup de films se terminent avant, en fait, que la vraie fin du film est avant. Bon, ça c'est un premier point. Et il y a, et ça, Capra y sacrifie de bon cœur, il y a cette manière de vouloir faire sortir le public de la salle galvanisé, pas déprimé, et c'est vrai que là, par son art de cinéaste, il a une capacité à le faire qui est extraordinaire. Cette espèce d'euphorie que l'on a à la fin de La vie est belle, voilà, c'en est la preuve. Est-ce que la corruption va s'arrêter à Washington après le discours marathon de Monsieur Smith? Ça n'est pas sûr. Mais la fin est là pour nous galvaniser et nous dire que voilà, il faut qu'il y ait des gens qui bougent et il faut qu'il y ait des gens qui disent certaines choses. Donc ça, c'est le premier point. Mais c'est vrai que c'est un cinéaste qui a une certaine mélancolie, qui a une certaine amertume même, qui va d'ailleurs devenir beaucoup plus aiguë avec les années qui passent. La structure de La vie est belle, avec le cauchemar, où on voit ce qu'aurait été cette ville si James Stewart n'avait pas été là, et ce qu'elle est parce qu'il est là, est assez significatif de ce double visage de Capra. Dans les derniers films, je m'arrête qui sont des films de déclin, ça c'est absolument sûr. Il y a quand même les tout derniers films, les 2 derniers qui me paraissent tout à fait remarquables, qui sont une espèce de salve d'honneur, qui sont Un trou dans la tête avec Frank Sinatra et Ouais. Milliardaire pour un jour avec Bette Davis. Mmh. Et Un trou dans la tête est soi-disant une comédie romantique, mais que l'on voit ce film maintenant, c'est un film d'une cruauté, d'une méchanceté, c'est terrible, c'est atroce. Et les couleurs rutilantes, le décor le décor ensoleillé, etc., nous leurrent finalement. Mais la vérité, c'est qu'il a une vue très désabusée du monde. Et celle-là, il l'avait aussi dans les années 30. Hein. Je veux dire, allez, toujours après certains
certains problèmes qui étaient de véritables plaies pour la société américaine de l'époque, le, le- le- le système commercial des évangélistes, la corruption de la presse, la corruption politique, etc. euh, ça dénote quand même un esprit critique et un esprit insatisfait, quelqu'un qui ne se satisfait pas de la situation telle qu'elle est. Donc il y a cette amertume. Il y a aussi des moments d'intense désespoir dans les films de Capra, qui en général précèdent très très peu le happy end. C'est évidemment cette scène déchirante du quasi-suicide de Gary Cooper à la fin de L'Homme de la rue, où les gens essayent de le persuader de ne pas sauter dans le vide. Et puis évidemment, dans Deeds, c'est cette scène extraordinaire du procès où il refuse de parler et où, pour moi, Deeds, à ce moment-là, c'est le Christ outragé. C'est celui qui se reçoit les crachats et qui ne rétorque pas. D'une certaine manière, si vous voulez, cette passivité, cette stoïcité, c'est l'exemple qu'il donne. Voilà. Mais à ce moment-là, Capra, il est où? Où est-ce qu'il se positionne, Capra? Parce que pourquoi je vous pose cette question? Parce que hier, quand je revoyais le film, et connaissant un peu l'histoire de Frank Capra, j'avais du mal à le voir représenté sous les traits de Longfellow Deeds. Parfois même, j'avais l'impression que c'était plutôt la journaliste Bebe Bennett, paradoxalement. J'avais comme ça comme si ouais. Oui, pardon, excusez-moi. Oui, non, mais ça c'est certain. Deeds n'est pas un personnage auquel on s'identifie. C'est un personnage modèle, ce n'est pas la même chose. Le personnage vecteur, celui qui introduit le film et dans son idéologie et dans son histoire, c'est Babe, en fait. Et d'une certaine manière, Capra, c'est Babe, parce qu'il faut aller au-delà de ce mutisme au cours du procès. Et elle et nous, spectateurs, savons ce qu'il y a derrière ce mutisme. Et donc, nous sommes, d'où le happy end, nous sommes dans une position où la vérité peut émerger. Et le mutisme peut prendre un sens, en fait. C'est vrai que dans beaucoup de films de Frank Capra, et j'avais lu ça dans un article, je crois que c'était sur Criticat, je pense, parce qu'il faut quand même nommer les sources, c'est important, où le critique de cinéma disait que dans les films de Capra, ce qui est assez beau, c'est qu'on a souvent, on se retrouve souvent en face de personnages qui changent d'avis. Oui. Et c'est assez rare, finalement. Et ça peut être pas forcément des personnages secondaires, mais ils changent d'avis. Et Bebe Bennett, à un moment, change d'avis. Il faut rappeler que c'est une journaliste qui écrit des articles sur Deeds et qui se fait passer pour quelqu'un d'autre, qui arrive même à sensibiliser Deeds. Deeds tombe amoureux de Bebe Bennett. Et donc là, et puis il se passe des choses qui font qu'il y a un revirement, etc. Mais enfin, il y a un moment, Bebe, quand même, commence à changer d'avis. Et comme le public aussi change d'avis, parce que le public lit les articles de Bebe, et donc ce critique de cinéma disait souvent, et je trouve ça très juste, que effectivement les personnages chez Capra ont cette capacité à changer d'avis, et c'est tellement peu évident de voir cela que c'est pour ça que nous spectateurs, Capra est l'un des rares cinéastes, je pense, où nous spectateurs, on s'identifie assez vite aux personnages des films. J'ai cette impression-là. Oui, mais ça c'est tout à fait vrai. D'ailleurs, dans la trilogie qui est formée par Deeds, Smith et L'Homme de la rue, Mitch John Doe, nous avons le même système, c'est-à-dire nous avons ce personnage féminin qui est au départ cynique, calculateur, manipulateur, et qui va changer d'avis en cours de route, et qui va passer de l'autre côté. Et les trois personnages féminins sont exactement pareils. Jean Arthur dans Smith et dans Deeds, et Barbara Stanwyck dans L'Homme de la rue.
Euh, alors, c'est évidemment capital parce que Capra a une dimension, je dirais, ou une volonté de prêcher d'une certaine manière. Hein. Il a fait un film sur l'aspect mercantile de la prédication. Hein, c'est la femme au miracle avec Barbara Stanwyck. Mais il oppose une prédication vraie à une prédication mercantile, en fait. Hein. Donc, il veut convaincre. Oui, ça, Capra veut convaincre. Et on en a la preuve quand il va interrompre sa carrière pendant 3-4 ans pour jouer un rôle absolument fondamental dans la propagande pro-entrée en guerre. Quand il va être à la tête, il va avoir un rôle important au ministère des Armées et il va donner naissance à cette extraordinaire série de documentaires qui est Pourquoi nous combattons. Mais c'est une série quand même qui est assez particulière, qui, pour celles et ceux qui, je me souviens de l'avoir découvert quand j'étudiais le cinéma à la faculté de Nanterre, mais pour celles et ceux qui connaissaient un petit peu l'œuvre de Capra, donc les grands films des années 30, et qui découvraient cette série, c'était assez particulière quand même. Il y avait quand même quelque chose de très différent dans l'acceptation de l'autre. Oui, il y avait quelque chose de différent, mais il a été très honnête dans la manière dont il a géré ce rôle-là, hein, parce qu'il a très peu réalisé de choses lui-même, en fait. Hein, il a beaucoup délégué. Je crois que le cinéaste qui en a fait le plus des documentaires, c'est Anatole Litvak. Et donc, il a laissé les autres travailler d'une certaine manière et s'exprimer. Mais je pense qu'il y a une continuité, il y a une volonté ou un rôle, s'utiliser soi-même, utiliser sa réputation pour rallier des gens à un message qu'il estime juste, en fait, à une cause qu'il estime juste. Est-ce que Capra y croit vraiment au rêve américain quand il fait l'extravagant Mr. Deeds? Ah, moi je pense que oui, en fait. Je veux dire, l'amertume dont on parlait tout à l'heure, elle est le fait de gens qui croient, parce qu'ils croient à ce rêve et ils sentent qu'il est menacé, en fait. Donc, je pense qu'il y croit lui-même. Et je veux dire, il a été un objet même de ce rêve américain. Hein. Cet émigré sicilien qui naît dans une famille nombreuse, qui va être éprouvé par toutes les peines de la terre, qui va peiner sous le soleil de Californie à ramasser des oranges. Il est le seul à entrer dans une université, il est le seul à sortir du lot, et il va devenir une figure extraordinaire. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier que Capra, par son talent, uniquement par son talent, c'est celui qui a fait sortir la Columbia d'un studio au rabais à un grand studio américain qu'il est toujours. C'est grâce au film de Capra. C'est Capra qui a fait, d'abord a introduit par la qualité des films la Columbia dans le cercle des grands. La qualité des films a fait gonfler les budgets et la Columbia est ainsi devenue une major alors qu'au départ c'était un studio voué vraiment aux productions de fortune. Donc oui, je pense qu'il y croit parce qu'il l'a vécu en fait. S'il n'y avait pas eu cette crise économique de 1929, est-ce que Capra, parce que Capra a commencé, si je ne me trompe pas, vous me contredirez si je me trompe, il a commencé dans le registre du burlesque. Oui. Est-ce que s'il n'y avait pas eu cette crise économique, parce on associe souvent les films de Capra des années 30 à la crise économique, et s'il n'y avait pas eu
cette crise économique. Est-ce que vous pensez que Capra, ses films auraient été différents? Ah, probablement, oui, oui. Ouais. Oui, oui. Je crois que son talent se serait affirmé de toute manière, mais il y a quand même une série de films importants qui ont été réalisés avant 1933, c'est-à-dire avant l'arrivée de Roosevelt euh, au pouvoir, et qui montre que Capra aurait pu continuer dans une autre voie. Une autre voie qui posait problème, hein, d'ailleurs. Hein. La femme au miracle, par exemple, est un film qui a eu des problèmes avec la censure. La Grande Muraille, qui est un des premiers films à mettre en scène une histoire d'amour entre deux personnes de races différentes. Hein. Il y a Barbara Mmh. Stanwyck qui est blanche et le général Yen qui est, lui, chinois, a été banni de tout l'Empire britannique à cause de ça. Hein. Il était interdit. Euh, donc, on aurait probablement retrouvé la thématique, mais sous une autre forme. C'est vrai que d'une certaine manière, la Grande Dépression a été le chercher, comme on le voit dans Monsieur Deeds, finalement. Hein. On va le chercher dans son petit patelin et il ne peut pas faire autrement que, une fois qu'il connaît les tenants et aboutissants, que de donner sa fortune aux pauvres. La particularité du film film extravagant Mr. Deeds, c'est que, contrairement à certains de ses confrères, je cite par exemple Hawks ou Ford, il y a comme ça, ou alors Lubitsch aussi, sa mise en scène, je trouve que sa mise en scène est extrêmement discrète. Je ne parle pas forcément dans les mouvements de caméra, il y a comme ça quelques mouvements de caméra, mais c'est différent que dans certains films, comme quand on voit les films de John Ford, on a l'impression que c'est des tableaux vivants, c'est différent. Mais est-ce que quand même Capra a vraiment un style au niveau de sa mise en scène et non pas dans sa façon de mettre en image des scénarios souvent écrits par Robert Hessing, Riskin. etc. Voilà. Est-ce que il y a quand même un style derrière? Parce que souvent, beaucoup de détracteurs de Capra disent oui, mais Capra, la forme, ça pose problème, alors qu'effectivement, on voit le fond, mais la forme, on la voit pas souvent. Est-ce que c'est peut-être parce que aussi, c'est ça qui fait la force de Capra, c'est que sa mise en scène est très discrète et ça renforce quelque chose? Bah, vous savez, la forme, c'est pas toujours le visuel, hein, ou c'est Mmh. pas uniquement le visuel. Donc oui, moi je pense qu'il a un style tout à fait net, hein. Et il a même aussi des aspects visuels qui sont, comme vous le dites, discrets, mais qui sont néanmoins là. Il y a par exemple ce recours fréquent à une photo nacrée, à la pluie qui tombe, qui a un aspect presque aphrodisiaque sur les personnages. C'est en général le moment où les extrêmes se rencontrent. Deux personnages qui peut-être avaient tout pour être différents, s'aperçoivent à ce moment-là que la pluie les rapproche et ils sont faits l'un pour l'autre, en fait. Et ça, ça date d'un de ses premiers films, de Femme de luxe. Donc, il y a aussi ces grandes scènes de foule qui sont une signature aussi de Capra. Il y a le rapport au décor, comme on le trouve chez Lubitsch, et on trouve ça dans Deeds. Euh, Gary Cooper, par rapport à l'immensité du décor, par rapport à la rampe d'escalier qu'il Mmh. descend en la chevauchant. Voilà, il y a ces aspects-là. Il y a une manière aussi, c'est un style, une manière de typer les personnages, notamment de typer les personnages secondaires, et qui est une manière d'apposer sa griffe dans le film. C'est vrai que les personnages secondaires chez Capra, ils sont tout à fait particuliers. Ils ne ressemblent pas à ceux que l'on voit chez Lubitsch ou chez Ford. C'est vrai que quand on regarde, le personnage joué par Johannes Stander dans les Deeds, il rappelle le personnage joué par Peter Falk dans Milliardaire pour un jour. Oui, bien sûr, Il bien y a de sûr. cela. Voilà. Et ben là, vous parlez de Lionel Stander, ben,
Voilà encore quelqu'un qui faisait partie de l'écurie Capra, qui était notoirement communiste et qui va partir, qui va quitter les États-Unis pendant le macartisme et faire carrière en Italie, où on va le revoir extrêmement souvent, avant de retourner aux États-Unis ou de retourner avec les films de Polanski, etc. Et beaucoup connaissent Jonas Stander, pardonnez-moi cela de le dire, mais par la série Pour l'amour du risque, je crois. Mais oui. Voilà, et ça, beaucoup de ma génération l'ont connu d'abord par cette série, et Ouais. ensuite, c'était très drôle de le voir jeune. Voilà, Mais ça, c'est une autre histoire, ça. alors qu'il avait commencé avec Capra, voilà. Exactement. Juste une dernière question. Est-ce que vous avez vu le remake qu'on a été fait dans les années 2000? C'était en 2002, c'était réalisé par Stephen Brill. Et ça s'appelait Les Aventures de Mr. Deeds. Et c'était avec Adam Sandler. Est-ce que vous l'avez vu, ce remake? Oui, j'en ai pas gardé un grand souvenir, je dois dire. Euh, Là où je veux en venir, pardonnez-moi de vous oui, interrompre, là où je veux en venir, c'est que en fait, ça n'a pas fonctionné du tout, ce non, film. Mais est-ce que c'est peut-être aussi parce que ce que racontait Capra à ce moment-là, finalement, ne peut pas forcément fonctionner dans l'Amérique du début des années 2000? non, c'est ça. C'est ça, c'est ce que j'allais vous dire. Mmh. Il l'a fait à une époque de crise. Et dans les années 2000, bien sûr, il y a une crise, comme il y a toujours des crises, mais les paramètres de la crise sont pas les mêmes. Donc, les personnages ne fonctionnent pas de la même manière. Euh, les films de Capra sont ancrés dans un moment de la société, dans un moment de l'histoire. Et c'est là qu'il trouve les accents par la générosité, par l'humanisme, etc. C'est là qu'il trouve les accents pour toucher d'une manière universelle, en fait, et au-delà d'une époque particulière. Mais en général, ils ont besoin de partir de quelque chose de très tangible. Le film L'extravagant Mr. Deeds donc est réédité en DVD Blu-ray avec d'innombrables bonus, on en a parlé, dont l'interview de Frank Capra, mais aussi le film avec un commentaire audio du fils de Frank Capra Jr. Il y a le portrait du cinéaste Capra et d'Amérique aux deux visages et un autre bonus Deeds ou le faux Candide. Ces deux documentaires, ces deux analyses en tout cas sont faites par Christian Villani qui était là aujourd'hui pour nous parler de ce film. Juste remercier Benjamin Gessler et Annelise Magnan de Whiteside pour l'aide apportée à la conception de cette vidéo et rappeler que cette sortie-là, c'est le 16 mars et le master est restauré en 4K. Voilà. Merci Christian Viviani en tout cas d'avoir été là et d'avoir discuté, de nous avoir un peu raconté. On a beaucoup plus parlé de Capra en général, mais c'est pas grave parce que ça donne aussi un aperçu du film autrement. C'est une autre lecture. Merci en tout cas à vous d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci de votre accueil. Générique. Arrive in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me.